Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychologie du travail et ressources humaines. Collection dirigée par Bernard Gangloff. La collection Psychologie du travail et ressources humaines diffuse tout ouvrage traitant des conduites humaines dans les organisations. Sont ainsi concernés la formation, l'orientation et le recrutement, l'ergonomie, la communication, l'audit social, l'aménagement du temps de travail, la gestion des ressources humaines, etc. Tout type de travail susceptible de faire évoluer la connaissance et la réflexion dans ces domaines trouve ici naturellement sa place. Présentation de méthodes et de résultats d'intervention, recherche expérimentale ou clinique, analyse théorique ou acte de congrès. Co-responsable de la collection, l'Association internationale de psychologie du travail de langue française assure l'expertise des ouvrages retenus pour publication. Déjà paru. Anna Maria Di Fabio, Claude Lemoine, Vincenzo Maier, Pierre Salengro, Autour du travail. Accès à l'emploi, formation, équilibre travail-famille 2016. Anna Maria Di Fabio, Claude Lemoine, Vincenzo Maier, Pierre Salengro, Facteurs de la santé au travail, du mal-être au bien-être 2016. Anna Maria Di Fabio, Claude Lemoine, Vincenzo Maier, Pierre Salengro, Effets et modes d'organisation au travail 2016. Anna Maria Di Fabio, Claude Lemoine, Vincenzo Maier, Pierre Salengro, Conseils et orientation pour le travail 2016. Robert Ngueutsa, René Mokunkolo, Narcisse Hachi et Abdelkarim Bellage, DIR, 2014, Psychologie du travail et développement des pays du Sud. Sabine Paul et Olivier Klein, DIR, 2014, Stéréotypes et préjugés au travail. Les processus aux conséquences. Jacqueline Vacheron-Revel, Michel Dubois, Marc-Éric Bobillier-Chaumont, Dongo Rémi Kwabénan et Philippe Sarnin 2014. Changement organisationnel et technologique, nouvelles pratiques de travail et innovation managériale. Dongo Rémi Kwabénan, Michel Dubois, Marc-Éric Bobillier-Chaumont, Philippe Sarnin et Jacqueline Vacheron-Revel 2013. Introduction. René M. Okounkollo. Université de Tours. Laboratoire EE 1901. Qualité de vie et santé psychologique, Calypsy. rené.mokunkolo@univ-tours.fr. Les sociétés du Sud sont entrées de plein fouet dans une économie de marché de plus en plus mondialisée, sans avoir été partie prenante de son organisation. Elles doivent en particulier, bien plus que la plupart de celles du Nord, relever de nombreux défis liés au travail pour assurer leur développement économique et social, et satisfaire les besoins de sécurité de leur population dans ces domaines. Ces défis sollicitent en particulier la capacité des organisations à développer des outils pour améliorer l'employabilité et l'insertion professionnelle des salariés, et à appliquer un management des ressources humaines susceptible de répondre, en l'occurrence, à deux impératifs majeurs. Le premier est de réduire les effets délétères des contraintes liées aux mutations du travail, qui favorisent les comportements dysfonctionnels des salariés. Le second est de maximiser leur qualité de vie au travail, afin d'optimiser leur adaptation et leur efficacité organisationnelle. Quant aux salariés, les enjeux concernent en particulier l'adéquation de leur système de représentation et de leur stratégie comportementale avec les exigences d'efficacité imposées par l'économie de marché. Au-delà, ils doivent aussi gérer la pression acculturative qui sous-tend l'économie mondialisée, dans le cadre du dialogue indispensable, bien qu'encore largement inégalitaire, que les sociétés du Sud entretiennent avec celles du Nord. Les auteurs du présent ouvrage traitent ces questions à la lumière des apports de la psychologie du travail et des organisations, dans la diversité de ses théories et de ses méthodologies, sans exclure d'autres apports. Tous partagent ces préoccupations qui ont par ailleurs été au cœur du premier congrès du réseau PTO Sud tenu du 7 au 9 décembre 2016, à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Ainsi, dans un premier temps, Raymond Dupuis présente une réflexion basée sur la conférence sur invitation qu'il a prononcée à ce premier congrès du réseau PTO Sud. Il y interroge les fondements épistémologiques, les déclinaisons théoriques et les modèles de la psychologie du travail et des organisations dans le contexte des pays du Sud. Dans une approche interdisciplinaire, il questionne ces pratiques et ces enjeux, dans toute leur complexité,
au regard des caractéristiques notamment culturelles des sociétés du Sud, et surtout des attentes des travailleurs en matière de sécurité, de santé et plus largement de qualité de vie au travail. Ensuite, Robert Ngueutsa et Adalgisa Battistelli dressant un état des lieux général de la psychologie du travail et des organisations dans 10 pays du Sud, en matière de thématiques de recherche, de méthodologie, de dispositifs de formation à la recherche et à l'enseignement universitaire, ainsi que de besoins pour l'amélioration de la qualité et la quantité des productions scientifiques et des interventions. Toutes ces thématiques sont plus que jamais au cœur de l'action menée par le réseau PTO Sud depuis sa création en 2013 et constituent la trame de fond commune aux travaux ci-dessous présentés. La suite de l'ouvrage s'articule autour de 5 parties comprenant au total 17 chapitres. Chaque chapitre correspond à un texte ayant fait chacun l'objet de 2 expertises indépendantes. Chaque texte comprend une introduction, une revue de la littérature, un exposé de la méthodologie et des résultats, ainsi qu'une discussion et une conclusion. Enfin, une bibliographie exhaustive clôt chacun d'eux. Les contributions sont issues de recherches réalisées au total dans 13 pays, dont 7 pays d'Afrique, Algérie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, RD Congo, Togo et Tunisie, 4 pays d'Asie, Afghanistan, Bangladesh, Népal et Pakistan, un pays du continent américain, Canada, et un pays européen, France. Première partie, formation et insertion professionnelle. La première partie de cet ouvrage traite les questions de la formation et de l'employabilité, qui sont reconnues comme des leviers majeurs de la réussite de l'insertion professionnelle et sociale. Cela est d'autant plus crucial, voire vital pour les pays du Sud en général, et pour ceux d'Afrique en particulier, où le marché du travail repose encore largement sur une main-d'œuvre relativement peu qualifiée, et sur l'exportation de matières premières non transformées à faible valeur ajoutée. Il leur faut donc réunir toutes leurs ressources humaines et techniques, pour relever tous ces défis, afin de pouvoir apporter leur contribution à la civilisation de l'universel, le rendez-vous du donner et du recevoir, de toutes les civilisations, Senghor, 1964. Et cela commence par des changements dans les rapports au travail. Dans cette logique, le chapitre 1 est consacré à l'analyse du rôle des représentations sociales de l'employabilité des étudiants ivoiriens dans leurs choix scolaires et professionnels, François-Joseph Azoh et Gnagoran Kwaku Daniel Nguessan. Les auteurs identifient notamment un noyau central représentationnel de l'employabilité reposant sur le seul triptyque, diplôme, emploi et travail. Cette orientation qui semble exprimer l'intériorisation du système technocentré dominant, se traduit par la focalisation de leur stratégie de professionnalisation sur la seule acquisition des compétences professionnelles, aux dépens des compétences sociales. Les auteurs soulignent la nécessité d'intégrer ces dernières via la prise en compte des spécificités sociales et culturelles du contexte ivoirien, pour favoriser la réussite des trajectoires socio-professionnelles. Le second chapitre analyse le rôle d'une autre ressource sociale dans la réussite universitaire d'étudiants ES inscrits ES à l'Université de Lomé, à savoir le soutien social perçu. Dans leurs recherches, Kokou ATITSOGBE, Laurent Sauvet, Yao AHOLU et Kwasi EMENSANVI montrent dans quelle mesure la réussite académique perçue de ces étudiants et la qualité de leurs projets professionnels sont significativement reliés au soutien social perçu, et cela quand bien même son rôle est minoré dans l'explication de la réussite académique perçue, au regard de l'importance des variables relatives au parcours universitaire. Enfin, pour enrichir le modèle et améliorer les pratiques, il souligne la nécessité d'adopter une approche multidimensionnelle du soutien social et de la réussite académique. Les chapitres 3 et 4 suivants scrutent, cette fois-ci, un certain nombre de stratégies susceptibles de favoriser l'insertion professionnelle ou le maintien dans l'emploi des salariés. Ils en montrent la variabilité au sein d'un même pays, la Côte d'Ivoire, en l'occurrence entre des jeunes diplômés et des salariés déjà en exercice. Plus précisément, dans le 3e chapitre, Ngoran Edward Kwasi et Kwasi Gabin Silver Yao observent l'existence, chez de jeunes diplômés, d'un projet entrepreneurial comme stratégie d'accès à l'emploi. Il montre que les diplômés les plus disposés à franchir le pas sont, soit ceux qui bénéficient d'une expérience entrepreneuriale familiale, soit ceux qui perçoivent le risque entrepreneurial comme une opportunité à saisir plutôt que comme une menace à éviter.
La seconde stratégie pour favoriser l'employabilité est analysée par Narcisse Esechiachi et Julien Quadio-Yao. Elle repose sur le renforcement des compétences professionnelles, grâce à la formation continue et surtout sur l'évaluation de la capacité de transfert des acquis dans le travail quotidien. L'étude conduite auprès d'enseignants ivoiriens confirme l'efficacité d'un tel dispositif. En même temps, il apparaît que les capacités à transférer les acquis de la formation dans l'activité quotidienne dépendent du niveau de satisfaction. Aussi, les auteurs prônent-ils l'évaluation combinée et systématisée de ces deux paramètres. Deuxième partie, changement organisationnel. La deuxième partie comprend 2 chapitres qui analysent les mutations du travail, les représentations qu'en ont les salariés, ainsi que les facteurs qui peuvent influencer l'adaptation des salariés aux nouvelles conditions de son exercice. Les recherches sont conduites dans le secteur informel pour le premier, et dans le secteur formel pour le second. Dans le chapitre 5, Charles Legrand TCHAGNENOTENE et Elisabeth Doutre proposent une échelle de mesure des représentations du travail informel, un secteur qui occupe une part très importante dans l'économie camerounaise. Partant, ils évaluent les représentations qu'ont des travailleurs camerounais relevant du secteur informel à l'égard de dispositifs étatiques visant à les muter vers le secteur formel. Les auteurs notent l'absence d'un effet des représentations spécifiquement liées au travail informel, sur l'acceptation ou le rejet des programmes de restructuration de ce secteur. Des recherches ultérieures sont donc envisagées pour analyser les effets d'autres déterminants sociaux et personnologiques. Pour leur part, se situant dans le secteur formel, en l'occurrence une PME ivoirienne, Marguerite Akossi MVONGO et Alexandrine DANHI, chapitre 6, observent l'absence de facteurs culturels comme source de résistance aux transformations du marché du travail. Ils relèvent en revanche le poids de facteurs relevant de l'injustice organisationnelle. Aussi recommande-t-il de centrer la gouvernance des organisations sur l'amélioration de ces indicateurs managériaux qui semblent être sous-estimés en Côte d'Ivoire, et plus généralement dans de nombreux pays du Sud. Troisième partie, qualité de vie au travail. Les défis analysés dans les 4 chapitres qui composent la troisième partie de l'ouvrage sont constitués par différentes caractéristiques de l'environnement du travail, qui prédominent dans la majorité des pays du Sud. Les auteurs en analysent les conséquences, souvent délétères, sur divers paramètres organisationnels et individuels. Ils ouvrent aussi des pistes de réflexion et d'action susceptibles de contribuer à améliorer la qualité de vie au travail des salariés. Ainsi, dans le chapitre 7, Joseph MENDZOMENGONE, Marc-Éric BOBILLIERCHAUMON et Marie PREAU analysent l'influence des nouvelles technologies de l'information et de la communication, TIC, sur le bien-être psychologique au travail de cadres gabonais du secteur public. Les résultats indiquent que les TIC contribuent notamment à renforcer la cohésion interpersonnelle au sein des équipes, ainsi que le sentiment d'épanouissement et de compétence des salariés. Pour les auteurs, elles constituent donc un terreau favorable à l'engagement des salariés au travail. Pour autant, les auteurs attirent l'attention sur la nécessité de prendre en compte les contextes socioculturels des pays africains, tout en étant vigilants sur les modalités d'une telle démarche. Dans le chapitre 8, Imen Menif Masmoudi et Liliane Rioux procèdent à une analyse du confort au travail en prenant comme indicateur la satisfaction envers l'environnement de travail et l'attachement au lieu de travail. Ils en évaluent les effets sur le bien-être des soignants de 2 hôpitaux tunisiens distincts par leur architecture, pavillonnaire versus monobloc, et leur style, arabisant versus international. Ils constatent que si les salariés des 2 entités expriment un faible niveau de satisfaction environnementale, ceux de la configuration monobloc sont ceux qui expriment un attachement plus marqué à leur environnement de travail. Les auteurs discutent en particulier des rôles complémentaires que peuvent jouer la psychologie environnementale du travail et l'architecture pour contribuer à favoriser la qualité de vie au travail des salariés. Dans le chapitre 9, Catherine Pellinck et Suzanne Gunn pointent un des défis majeurs auxquels sont confrontés de nombreux pays du Sud, le travail des enfants. La recherche se situe dans le cadre de l'Organisation internationale du travail, OIT. Elle est réalisée auprès d'enfants employés dans des manufactures de briques dans 4 pays d'Asie, Népal, Bangladesh,
Pakistan et Afghanistan, où le nombre d'enfants travailleurs reste croissant. Les résultats confirment les effets délétères du travail sur différentes dimensions de la qualité de vie des enfants. De plus, ils apportent des éléments d'une plus fine compréhension du travail des enfants en vue d'optimiser la qualité des interventions, notamment dans des pays comme ceux de la CEDEAO où la proportion d'enfants au travail est l'une des plus fortes au monde. Enfin, dans le chapitre 10 qui porte sur les processus adaptatifs au travail, TSHILONDA Cassola évalue les styles d'adaptation mentale au travail de diplômés d'université candidats à un emploi. L'étude a été conduite à la Générale des carrières et des mines, GECAMINESSA, en RD Congo, à l'aide de 5 tests d'efficience intellectuelle permettant de pronostiquer l'adaptation professionnelle des candidats. Les résultats soulignent le rôle discriminant de différents indicateurs cognitifs et comportementaux. Ils permettent d'identifier 4 styles d'adaptation mentale, caractérisés chacun par des attitudes et des modes d'activité spécifiques. L'étude offre donc des points de repère contribuant à améliorer les pratiques de sélection et d'orientation professionnelle. 4e partie, comportements antisociaux au travail. La 4e partie analyse des cas d'attitude et de comportements dysfonctionnels au travail. Les auteurs étudient leurs liens avec différentes conditions de travail perçues comme déloyales ou inéquitables par les salariés. Ils présentent, par ailleurs, des éléments pouvant contribuer à les surmonter. Dans le chapitre 11, Ndasso Florbenbach-Band, Zoumana Meite et Daniel Kwaku Yao abordent la question de la corruption à travers une étude des représentations qu'en ont des étudiants et des salariés ivoiriens d'Abidjan. Leurs résultats suggèrent que plus les personnes développent des représentations négatives de la corruption, plus elles sont disposées à agir pour la combattre. Les auteurs préconisent de s'appuyer sur l'analyse des représentations pour comprendre la dynamique de la corruption, afin de pouvoir mettre en place des politiques de lutte contre la corruption plus fines et donc plus efficaces. Les chapitres 12 et 13 quant à eux analysent, en référence à la théorie de l'équité, le poids de la justice organisationnelle perçue dans l'explication des crimes de nature économique, CNE, respectivement en France et au Canada. Les auteurs discutent les retombées de leurs travaux sur les organisations, en lien avec l'interconnexion accrue des économies des pays du Nord et du Sud. Ainsi, dans le chapitre 12, François Courcy, René Mokounko, Nicolas Gillet, Evelyne Foucreau, Séverine Chevalier, Mamadel LSSA Bassirou et Geneviève Robitaille traitent des CNE dans le contexte canadien. Longtemps considérés comme un tabou, ils font désormais l'objet d'études scientifiques au sein même de l'entreprise. L'étude qui a été réalisée auprès des salariés québécois montre que parmi les 3 types de CNE étudiés, seule la déviance de production serait prédite par la perception d'une absence de la justice organisationnelle considérée dans sa globalité. Ce lien reste cependant relativement modeste. Dans le chapitre 13, René Mokounko, Nicolas Gillet, François Courcy, Evelyne Foucreau, Séverine Chevalier, Mamadel Issa Bassirou et Geneviève Robitaille analysent les CNE dans une population de salariés français tout venant. Les résultats font apparaître la justice procédurale comme seul prédicteur significatif et négatif des CNE considérés dans leur globalité. Cependant, un effet d'interaction négatif de la justice procédurale et de la justice distributive est observé sur la déviance de production, et dans une moindre mesure sur le vol du temps. Au regard des différences observées dans les liens entre les différentes dimensions des CNE et de la justice organisationnelle dans les études canadiennes et françaises, les auteurs défendent la fécondité et l'opérationnalité d'une approche multidimensionnelle des CNE et de la justice organisationnelle. Dans une économie mondialisée où les économies des pays du Sud sont confrontées aux mêmes formes de CNE que celles du Nord, alors qu'elles ne disposent pas des mêmes ressources pour les combattre, les auteurs discutent des stratégies convergentes à mettre en place, tout en tenant compte des spécificités locales. Si, comme l'ont montré les travaux précédents, les conditions de travail favorisent les comportements dysfonctionnels au travail, certaines caractéristiques des salariés non spécifiquement liées au travail semblent pouvoir constituer des leviers pour élaborer des politiques visant à promouvoir les comportements éthiques au travail. Ainsi, dans le chapitre 14, Marina Bakaitaella, Naël Nanda, Liliane Rioux et Jeanne Leroy observent, dans une recherche réalisée auprès des salariés gabonais,
que l'attachement au quartier semble constituer un prédicteur non négligeable du comportement de citoyenneté organisationnelle. En effet, l'attachement, en général, semble exprimer chez ses salariés un principe d'ancrage territorial susceptible d'être transposé de leur vie quotidienne à leur vie organisationnelle. 5e partie, âge subjectif au travail. La dernière partie de l'ouvrage comprend 3 chapitres qui analysent le contenu de l'âge subjectif en général et de l'âge subjectif au travail, ainsi que les enjeux que les deux portent dans le cadre de l'adaptation organisationnelle des salariés. Les 2 premiers considèrent l'âge subjectif au travail dans 2 contextes nationaux spécifiques, en lien avec respectivement un paramètre culturel et un paramètre organisationnel. Le dernier vérifie son existence, ses fondements et ses modalités dans 3 pays différents. Dans ce sens, la recherche présentée dans le chapitre 15 par Samia Merabé et Liliane Rioux détaille les spécificités du contexte algérien, où l'avancée en âge est culturellement valorisée, étant généralement perçue comme une preuve de sagesse. Aussi observe-t-on une prédominance du biais de vieillissement au travail, avec comme prédicteur l'ancienneté dans l'organisation et la sagesse. De même, le chapitre 16, Dalel Nablouzid, Eva Moffat et Liliane Rioux, analyse plus spécifiquement le lien entre l'âge subjectif en général et au travail et la satisfaction environnementale au travail dans le contexte spécifique de la Tunisie. Les résultats montrent, d'une part que l'âge subjectif en général diffère de l'âge subjectif au travail, et que les salariés se vieillissent davantage au travail que dans la vie quotidienne. Enfin, le chapitre 17 présente les résultats d'une recherche conduite auprès des salariés de 3 pays du Sud, l'Algérie, le Cameroun et la Tunisie, par Fabrizio Scrima, Robert Ngueutsa, René MokounKolo et Liliane Rioux. Leurs résultats confirment l'existence d'un biais général de vieillissement chez les salariés jeunes et de rajeunissement chez les salariés plus âgés. Ils montrent aussi une différence significative dans l'activation des 2 biais entre les 3 pays. De plus, ils révèlent l'expression d'un âge transitionnel entre ces 2 biais en contexte organisationnel, lui aussi variable selon les pays. Les différences liées aux spécificités culturelles sont discutées en vue de leur intégration dans le management organisationnel et dans la gestion de la mobilité professionnelle internationale. Finalement, les 3 recherches réalisées dans différents pays du Sud convergent en confirmant l'existence d'un biais d'âge en général et au travail. Mais elles révèlent aussi des variations nationales, liées en particulier à l'écosystème social et ou culturel. Ces résultats devraient être affinés dans des recherches ultérieures pour en maximiser les apports dans le management des organisations, afin d'optimiser la qualité de vie au travail des salariés. En conclusion, la variété des terrains de recherche et des approches scientifiques, associées à la diversité culturelle des auteurs, apporte une valeur ajoutée à cet ouvrage. Le lecteur y trouvera donc, non seulement une œuvre scientifique, mais au-delà, le support d'échanges interculturels ouverts à toutes les diversités. C'est ici l'occasion d'exprimer toute notre reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage, notamment en participant à l'expertise des textes. Modèles et attentes de santé au travail pour les pays du Sud. Enjeux épistémologiques et pratiques du croisement des approches disciplinaires. Raymond Dupuis. Professeur émérite de psychologie sociale du travail et des organisations. Laboratoire de psychologie de la socialisation, développement et travail, LPSDT. Université Toulouse Jean Jaurès. 5. Allée Antonio Machado, 31 058 Toulouse CEDEX 9 France. rdupuy@univ-tul2.fr. Introduction. Le transfert international des modèles en sciences humaines a depuis longtemps fait l'objet de mises en garde, quant à ses conditions d'ajustement culturel et de relativisation des résultats qu'il entraîne. Une réflexion renouvelée s'impose en psychologie sociale du travail et des organisations, PSTO, compte tenu des mutations cruciales que l'activité de travail, objet central de la PSTO, a connues au cours du dernier siècle, notamment dans les pays du Sud. La tenue attendue du premier congrès du réseau PTO Sud invite à poursuivre les échanges sur ses fondements épistémologiques et sur ses visées applicatives. Parmi les questions qui appelleront probablement encore longtemps des débats réguliers,
J'aimerais contribuer pour ma part à la réflexion sur le nom ou qualificatif « Sud » associé à PTO. De quel Sud parle-t-on? Pour spécifier quelle question et quelle visée? Nous avons entendu des éléments de réponse déjà importants à cette question. De quel travail parle-t-on dans l'actualité de la globalisation? De quelles organisations de travail parle-t-on? Au regard des environnements et des situations humaines auxquelles il est fait référence, quelle est la pertinence des questionnements et des modèles d'analyse et d'action qui sont mobilisés? Il s'agit donc de m'inscrire dans la réflexion entamée dès avant la création de ce réseau, et entre autres, de m'interroger sur les approches théoriques et pratiques courantes de la psychologie sociale du travail et des organisations, PSTO, et sur leurs conditions d'appropriation, du point de vue des spécificités socioculturelles et des évolutions techno-économiques et professionnelles des Suds. Il s'agit de relayer l'interrogation qu'ont entamée déjà nombre de chercheurs et praticiens des environnements dits du Sud, sur les conditions de reformulation et d'élargissement des problématiques de santé au travail, et de modalités de management qui sous-tendent le thème du congrès. Il s'agit de concevoir et d'apporter des points de vue et des connaissances complémentaires aux modèles et pratiques de la PSTO dans le monde, pour contribuer à prévenir les conditions délétères des activités de travail, et à soutenir au contraire les conditions de développement des personnes soucieuses d'un bien vivre, dans tous les domaines de leur existence d'un buen vivir, comme disent certains Indiens quechua des Andes sud-américaines par l'expression sumac cauce, selon Santos 2016 page 58, 355. Ma réflexion se présente en 4 temps. 1. J'évoquerai d'abord brièvement quelques-uns des constats clés qui se dégagent, partout dans le monde, à propos des conceptions du travail et de son organisation, et de leurs différents effets sur les activités et sur les parcours de professionnalisation des travailleurs. 2. Je relayerai dans un deuxième temps la question de chercheurs en sciences humaines qui analysent les dynamiques des Suds, notamment dans le champ du travail. 3. Je rappellerai ensuite quelques-uns des acquis et des controverses sur lesquels s'appuient et pourront s'appuyer les travaux des étudiants et jeunes chercheurs membres du réseau. 4. Je résumerai enfin des axes de questionnement qui apparaissent d'ores et déjà dans les travaux des observateurs des Suds, pour orienter des perspectives de recherche, d'enseignement et de pratique, scientifiquement et socialement appropriées. 1. Mondialisation contemporaine. Un contexte de renouvellement des problématiques de développement socio-économique, d'organisation du travail et de professionnalisation des travailleurs. Parmi les constats et indicateurs de dynamique du travail associés à la mondialisation des échanges, on peut classiquement retenir désormais l'instabilité des environnements sociaux et économiques, la conflictualité croissante entre régions du monde, la raréfaction des biens de base, eau par exemple, les incertitudes liées à la variabilité des objectifs économiques, de leur financement, à l'évolution des technologies et à l'obsolescence de plus en plus rapide des produits, la précarisation des contrats de travail, l'instabilité de l'emploi, l'injonction d'employabilité, l'auto-entrepreneuriat, la pluriactivité, le changement des équilibres démographiques, croissance très importante des populations dans les pays économiquement émergents, stabilité relative des populations et longévité accrue dans les environnements économiquement favorisés. La tertiarisation des activités, le réinvestissement des activités agroécologiques, l'expansion du tourisme et des activités de transport. Le développement exponentiel des NTIC. Les mobilités internationales, sous les diverses figures d'émigration. Face à ces évolutions, plusieurs travaux en sciences économiques et sociales aident à en identifier les indicateurs et en ont proposé des analyses nouvelles et relativement influentes. Amartya Sen, 2003, 2003 bis, 2010, Angus Deaton, 2016, pour ne parler que de récents prix Nobel dans le domaine, donnent des critères de définition et des indicateurs de description des faits qui peuvent être pris en compte par les chercheurs et praticiens de notre discipline pour caractériser les environnements socio-économiques des pays du Sud dans lesquels ils inscrivent leurs travaux et leurs actions et pour préciser les catégories de population et les registres d'activités professionnelles dont ils souhaitent comprendre les interactions et leurs effets en termes de sécurité et de santé au travail notamment. Deaton analyse les sources et les conséquences des inégalités créées entre les pays et les populations,
depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale. Amartya Sen soutient qu'il est possible et nécessaire de penser l'articulation des principes de justice, de liberté et de rationalité économique, pour concevoir et réaliser un développement globalisé soutenable. Leurs analyses contribuent à éclairer les modalités et les effets du capitalisme financier, mis en exergue par exemple, de façon aiguë lors de la crise des subprimes aux États-Unis. Plusieurs travaux, référencés en bibliographie, visent à donner un aperçu sélectif des points de vue soutenus par ces chercheurs et des enjeux qu'ils associent à leurs recherches. Les constats et analyses dégagés, Baudry 2006, amènent certaines orientations lourdes dans les politiques de gestion internationale. Parmi lesquelles, les programmes de développement du millénaire qui peuvent constituer aussi des cadres de réflexion critique pour la PSTO. On peut rappeler que les objectifs du millénaire pour le développement, OMD, OMG, signés à New York en 2000 par 193 États membres de l'ONU et 23 organisations internationales, s'énonçaient ainsi. Objectif 1. Éradiquer l'extrême pauvreté et la faim. Objectif 2. Parvenir à l'éducation primaire universelle. Objectif 3. Promouvoir l'égalité de genre et renforcer le pouvoir des femmes. Objectif 4. Réduire la mortalité infantile. Objectif 5. Améliorer la santé maternelle. Objectif 6. Combattre le virus HIV-Sida, la malaria et les autres maladies. Objectif 7. Assurer des environnements soutenables. Objectif 8. Développer un partenariat global pour le développement. La réalisation des OMD tire à sa fin et l'année 2016 inaugure le lancement officiel du programme de développement durable, à l'horizon 2030. Ce programme adopté par les dirigeants politiques du monde entier en septembre 2016 à l'ONU, se compose de 17 objectifs de développement durable, ODD, à atteindre au cours des 15 prochaines années. Les 17 objectifs de développement durable sont la vision de l'humanité que nous partageons, et un contrat social entre les dirigeants du monde et les peuples, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. C'est une liste de mesures à prendre pour le bien de la planète et de ses habitants, Millennium Development Goal 8, 2015. Des objectifs concernant directement la thématique du congrès du réseau PTO Sud. ODD 4, Education, avec pour exemple d'alinéa. 4.1 Un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire, gratuit, équitable, de qualité, donnant à tous, garçons et filles, des acquis pertinents et effectifs. 4.2 Une éducation préscolaire de qualité, avec activités de développement et soins de la petite enfance, préparant tous, garçons et filles, à suivre efficacement un enseignement primaire. 4.3 L'accès généralisé, égalitaire, équitable, à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et de coût abordable. 4.4 L'augmentation, de N% du nombre de jeunes et d'adultes disposant de compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat. 4.5 La fin des disparités des sexes dans le domaine de l'éducation, et l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. 4.6 Veiller à ce que tous les jeunes et X% des adultes des deux sexes sachent lire, écrire et compter. 4.7 Veiller à ce que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement et des modes de vie durables, des droits de l'homme, de l'égalité entre les sexes, de la promotion d'une culture de la paix et de la non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable. ODD 5, le genre avec pour exemple d'alinéa. 5.1 Éliminer toute discrimination à l'égard des femmes et des filles. 5.2 Garantir la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction, à tous les niveaux décisionnels, de la vie politique, économique et publique. Question approfondie par Perron et Ali, 2006, à propos de management. ODD 6, le travail décent et la croissance économique, avec pour exemple d'alinéa. 6.1 Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national,
et plus grand que 7% pour les PMA. 6.2 Accroître significativement la productivité économique, par diversification, modernisation technologique, innovation, surtout dans les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte densité de main-d'œuvre. 6.3 Promouvoir des politiques axées sur le développement, qui favorisent des activités productives, la création d'emplois décents, l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation, et encourageant l'officialisation et la croissance de micro-entreprises et de petites et moyennes entreprises, y compris par l'accès aux services financiers. 6.4 Réduire drastiquement le taux de jeunes sans emploi et sans formation. 6.5 Défendre le droit au travail. Promouvoir la sécurité pour tous les travailleurs, dont les migrants, les migrantes et tous les emplois précaires. Dans cette perspective, il est à noter que dans les pays du Nord, notamment en France, plusieurs événements illustratifs de dégradation de conditions de travail dans différents secteurs d'activité socio-économique ont amené de nouvelles législations directement liées aux problématiques de management et de leurs conséquences en matière de santé au travail et plus largement de santé publique. Rapport Nasse-Légeron, 2008, au ministre de la Santé Xavier Bertrand. Autant d'intentions, de phénomènes et de processus, qui déterminent et caractérisent les conditions d'emploi et de travail actuelles dans le monde, et qui devraient constituer des connaissances générales de base à partir desquelles définir des problématiques plus ciblées de PSTO dans les environnements du Sud. C'est un travail déjà largement entamé depuis plusieurs congrès de l'Association internationale de psychologie du travail de langue française, AIPTLF, Bologne, 2004, Lyon, 2012, Florence, 2014, qui ont abouti à des publications à la fois diversifiées et utiles sur des thématiques récurrentes. La sélection bibliographique liée à cette conférence ne rend pas compte, bien sûr, de l'exhaustivité des travaux dans le monde, mais elle vise à rappeler aux futurs chercheurs du réseau PTO Sud intéressés que des ressources diversifiées existent et que des efforts renouvelés sont nécessaires pour y accéder et les mettre en débat. À propos de la thématique du congrès, rappelons quelques questions et références importantes. Résurgence du taylorisme, de Koninck, 2005. Marché de l'emploi et de l'insécurité comparé en Europe, Dixon, Fullerton, Robertson, 2013. Précarité et orientation politique en Italie, Corbetta, Colloca, 2013. Management et incertitude. Entre subjectivité et risque pour les salariés, Garner-Moyer, 2009. Nouveau management public, NPM, et DE accent aigu professionnalisation dans les grandes administrations, Bez et al. 2011, à bord de Châtillon, Desmarais, 2012. Pluriactivité, stratégie d'affiliation différenciée, Johnson & Al. 2006, risque des apostrophes. Accident du travail accru, Marucci Wellman et al. 2014 bis. Les métiers de service du tertre 2013. Quelles identités dans les métiers de service, Blandin 2013. Services et nouvelles formes de GRH, SSII, aide à la personne, Dietrich Lausier 2011. Précarisation des parcours de travailleurs âgés, Suite 2007. Molinier, Godard Pueyo 2012. Pénibilité et santé, les conditions de l'effort soutenable au travail, Marquier, Mogelat, 2014. Evolution comparée du rôle des syndicats, Pillai, Van der Walt, 2011. Pour introduire le deuxième temps de réflexion, je me permettrai de citer un de nos collègues de PTO. Dès la préface du tout dernier ouvrage qu'il a consacré avec d'autres chercheurs à la santé et au bien-être au travail, Philippe Sarnin en rappelle quelques-uns des déterminants clés: la charge de travail, le degré et le sentiment d'autonomie, le soutien social, la participation aux décisions, la justice perçue, le sens du travail, les interventions au niveau de l'organisation du travail. Il souligne surtout que les études déjà nombreuses sur ces différents processus mériteraient d'être davantage mises à l'épreuve de la dimension culturelle qui peut sous-tendre les conduites de santé des acteurs au travail. Il questionne: les facteurs de souffrance et de bien-être sont-ils les mêmes dans toutes les cultures? Sarnin et al. 2015 page 8. Plusieurs auteurs des sciences humaines contemporaines proposent des éléments de réponse à cette question. Leurs analyses trouvent à mon sens leur intérêt dans la mise en perspective critique de connaissances de disciplines diverses, qui se centrent de plus en plus sur l'analyse des dynamiques des Suds. Là encore, les thèmes sélectionnés, loin d'être exhaustifs, se veulent des invitations à découvrir des cadres de référence actualisés et diversifiés pour la réflexion sur les orientations futures du réseau PTO Sud. 2.
Dans le cadre du réseau PTO Sud, de quel travail, de quel ES travailleurs CES parle-t-on? Le débat qui s'ouvre pose donc les questions suivantes. Le Sud est-il un vocable qui désigne un point cardinal géographique, géopolitique, géostratégique? Un qualificatif culturel, ethnologique, socio-économique? De quelle situation de travail se préoccupent les travaux du réseau PTO Sud? Dans quels contextes locaux et mondiaux analyse-t-il les conduites de quelques travailleurs CES effectifs vs ou potentiels ES? À propos des Suds. Boaventura de Sousa Santos, 2016, sociologue et philosophe de l'Université de Coimbra au Portugal, plaide pour une intégration dans la pensée mondiale dominante, des épistémologies des Suds, comprises comme expression des discours et des pratiques des catégories de population les moins nanties dans le monde. Il souligne entre autres l'apport des auteurs sud-américains à l'étude de l'économie populaire conçue comme économie du travail. Dans son approche, le Sud n'est pas un concept strictement géographique. On peut le comprendre comme une métaphore qui traduit l'effort d'émancipation de régions et de populations en quête de pouvoir d'agir. 3 dilemmes fondamentaux sont à instruire pour cet auteur, pour tendre vers de nouvelles épistémologies et rapports au monde. Dépasser la faiblesse des réponses actuelles aux questions si fortes associées aux évolutions du monde. Prendre en compte et analyser les conséquences de la fin du capitalisme sans fin. Prendre en compte et analyser les conséquences de la fin du colonialisme sans fin. En simplifiant beaucoup, on peut retenir que pour Santos, les épistémologies du Sud se basent sur 2 piliers, les écologies des savoirs et la traduction interculturelle. L'écologie des savoirs est fondée sur l'idée qu'il n'existe pas de connaissance ou d'ignorance dans l'absolu. La traduction interculturelle vise à rechercher des intérêts équivalents et des hypothèses sous-jacentes entre cultures. Elle tente d'identifier les différences et les similitudes, et de développer, lorsque les circonstances s'y prêtent, de nouvelles formes hybrides de compréhension et intercommunication culturelle à même de favoriser les échanges et de renforcer les alliances entre des mouvements sociaux qui luttent dans des contextes culturels différents, contre les dérives du modèle économique dominant, contre les formes de colonialisme et le sexisme, et pour la justice sociale, la dignité et la décence humaine. Babacar Fall, professeur de sciences et techniques de l'éducation au Sénégal, et ses partenaires scientifiques en Allemagne, Fall, Pfaff-Reinberger et Kert 2015, constituent un groupe pluridisciplinaire centré sur l'analyse des rapports entre culture et travail. Ils montrent comment l'évolution des structures sociales traditionnelles et les différentes formes de mobilité professionnelle, ascendante, transversale, interculturelle, internationale, interrégionale, constituent des socles d'analyse très prégnants pour l'analyse des conduites de travail. Ils explicitent leur démarche. La conceptualisation du travail, activité fondatrice de l'identité de l'homme, s'impose comme une préoccupation théorique majeure. Cet intérêt commun justifie la collaboration des chercheurs avertis de la complexité du travail et de la nécessaire prise en compte des contextes culturels dans lesquels les communautés créent, à travers l'activité humaine, les produits matériels et immatériels qui leur permettent d'assurer la survie, voire la reproduction. C'est la prise de conscience de l'importance de regards croisés sur le travail, qui a stimulé la collaboration entre spécialistes des études culturelles, littéraires et historiques pour éclairer les enjeux suscités par une tendance davantage marquée par la mondialisation. Page 11. Silong Gonian, 2015, professeur associé d'architecture et de planification urbaine en Afrique du Sud, précise, en écho à Santos, que ses propres travaux se situent dans une perspective post-coloniale pour chercher à théoriser sur le Sud. Il démontre l'intérêt d'un tel positionnement pour analyser l'évolution des dynamiques urbaines des Suds, en donnant des exemples comparés de problématiques architecturales et de politiques de développement urbain dans le monde et en Afrique du Sud. Didier Bertrand, 2010, psychologue du développement, s'attache depuis des années à analyser les processus d'éducation et de soins de l'enfance et de l'adolescence dans le contexte sud-asiatique. Il insiste tout particulièrement sur l'intérêt à articuler des approches internationalement validées de développement des adolescents notamment, avec une prise en compte et une compréhension étroite du confucianisme, toile de fond philosophique transversale qui constitue un puissant modérateur axiologique des interactions sociales. Ces auteurs, parmi d'autres,
soutiennent l'intérêt d'un effort de distance-complémentarité avec des modèles d'analyse qui tendraient à uniformiser les problématiques mondiales, affaiblissant, voire empêchant ainsi, la compréhension renouvelée des dynamiques culturelles et socio-économiques des Suds. Il souligne surtout l'importance de regards scientifiques croisés pour saisir la complexité des processus en jeu. Ces travaux attirent par ailleurs l'attention sur l'intérêt d'un élargissement des populations étudiées, des objets et des indicateurs d'analyse dans les environnements du Sud, notamment en matière d'activité de travail et de professionnalisation. Il montre aussi que l'analyse des conduites des travailleurs issus des Suds doit se poursuivre dans les espaces socio-économiques et culturels des pays dits du Nord, dans lesquels ils sont amenés à rechercher et ou à exercer plus ou moins durablement des activités de travail, Semin 2009. De quels travailleurs parle-t-on ? Les travailleurs identifiables aux travailleurs invisibles. Quels milieux de travail et catégories de travailleurs étudie-t-on ? Des organisations structurées, physiquement repérables ou virtuelles ? Des populations plus ou moins précaires économiquement en voie d'insertion professionnelle, étudiants, demandeurs d'emploi ? Des individus en quête de réemploi, reconversion choisie ou forcée ? Des mobiles volontaires ? Des pluriactifs avec ou sans contrat de travail ? Des espaces et activités de travail, totalement informels ? Cadres d'entreprises et des services publics, employés des administrations, ingénieurs et techniciens des entreprises internationales, étudiants en voie d'insertion professionnelle, constituent d'ores et déjà les cibles de nombreuses analyses dans les travaux des chercheurs du Sud. La richesse des communications déjà présentées ici et annoncées en témoigne. Mais de nombreuses autres situations caractérisent aussi les activités de travail partout dans le monde, et notamment dans les différentes régions du Sud. Champy-Remoussenard 2014 repère tout particulièrement les formes non directement visibles du travail. Elle argumente. S'interroger sur la visibilité du travail, c'est une manière finalement très directe de reposer l'énigmatique et lancinante question du concept même de travail. Compte tenu de ce que peut être le travail, qu'est-ce qui de lui peut être visible ? Et qu'est-ce qui en son cœur ne peut l'être ? La voie est ouverte ici à de nombreuses études. Si l'on admet que notre discipline s'enquiert du développement de toutes les personnes inscrites dans des trajectoires de professionnalisation, il convient alors de s'interroger sur le statut et les dynamiques psychosociales particulières des migrants intracontinentaux ou intercontinentaux, qui constituent, partout dans le monde, à la fois des opportunités et des sources de questionnements cruciaux en matière de socialisation professionnelle. Les problématiques de migration, phénomène crucial, continu et mondial, IHTOL de Venden 2010, ne renvoient pas simplement au mouvement souvent tragique Sud-Nord, Mezzadra 2004, Baud 2008. Dans la perspective de Santos, les migrants intérieurs à une sous-région ou à un pays, Rouleau-Berger, Chi 2005, Choplin-Lombard 2008, Cabangi 2011, Olagnon 2011, les migrants dits extérieurs, entre pays ou continents, Bertoncello, Bredlou 2009, Benaroche 2014, posent le même problème de leur identification et de leur accompagnement comme travailleurs, Chris, Dick, McLaren 2008, Rendall et Ali 2010. Qu'ils soient en situation de mobilité vers une destination souhaitée Bourguin-Pierretti, Zou, 2010, qu'ils visent à s'établir dans un lieu choisi ou imposé où ils ont réussi à parvenir, Felder 2016, Q'. Ils soient en situation de retour vers des points de départ plus ou moins sûrs et accueillants, Boni 2008, Sarr 2008. Les travailleurs migrants constituent une population que le réseau PTO Sud pourrait contribuer à mieux cerner et à mieux comprendre, où qu'ils se trouvent dans le monde. Quels indicateurs et déterminants de la qualité de vie au travail approfondir dans les environnements des Suds ? Acquis de recherche et questions émergentes. En lien avec les caractéristiques des populations retenues, plusieurs dimensions des conditions générales d'existence et de travail prennent des connotations spécifiques aux environnements des Suds. Avant que les objectifs du millénaire ne soient atteints, disparité et faiblesse des revenus de certains foyers, Baudry 2006, Barrientos 2011, Nguyen 2015, constituent, par leur ampleur, des déterminants de qualité de vie et de sécurité générale des travailleurs, à analyser toujours plus précisément. De même, les incidences du principe de non-droit à l'œuvre dans de nombreux environnements de travail dans les pays du Sud, exemple des zones franches d'exportation industrielle, Mercier, Dacruz, 2010,
appellent des analyses rigoureuses, dès lors qu'elles affectent non seulement les économies locales mais aussi le développement économique, la santé physique et psychique d'un grand nombre de personnes souvent non reconnues dans un statut de travailleur. La pénibilité au travail, Molinier, Godard, Pueyo, 2012, Marquier, Amogelat, 2014, courante et socialement très pénalisante dans de nombreuses régions des Suds, notamment dans des secteurs d'activité peu réglementés, devrait continuer à susciter des recherches visant à la réduire au maximum, en particulier en examinant ses antécédents en matière de formation professionnelle. Absence de savoir et de savoir-faire sont des sources de fragilisation de toute nature. La perméabilité des espaces et temps de vie hors travail et au travail, Lewis, Cooper, 1999, Almoudéver, Croitibels, Adjar, 2007, Closon, Lourel, 2012, pose-t-elle aussi la question de ses formes et incidences spécifiques ? Que ce soit en milieu rural ou dans l'espace urbain des start-up, les interférences vie de travail-vie hors travail soulèvent de nombreuses questions pour la PTO. Abolition des frontières temporelles, des espaces d'intimité-extimité, emprise réciproque des critères et des modes relationnels, font partie des processus à approfondir. Major Lauzin, 2010, Colloredo Mansfeld, 2011. La pluriactivité Marucci Wellman et Ali, 2014, Dupuis-Buis, 2016, notamment dans le monde agricole, concerne tout particulièrement les femmes. Partout dans le monde à l'heure actuelle, cette forme ambivalente d'activité fait l'objet de préoccupations accrues. Préoccupations croissantes dont font part étudiants et collègues du Sud, l'étude, autant que possible, des manifestations et incidences sur le lieu de travail, des pratiques et différences confessionnelles, Tonda 2011, des rapports discriminants de genre, Rendall et Ali, 2010, et d'orientation sexuelle, Awombo et Ali, 2013. À propos de principes et de modes de direction du travail, les conceptions du pouvoir, de l'autorité, des disparités de genre en la matière, appellent des études renouvelées. Les cadres de référence traditionnels pour le pouvoir et l'autorité, ARM 2013, et les cadres de référence pour le management des organisations de travail, souvent transnationales et transculturelles, peuvent entrer en concurrence et susciter des conflits déterminants à étudier dans leur forme et leurs incidences. À propos des représentations du travail, Eckert 2015 souligne l'intérêt de considérer l'importance de certaines spécificités culturelles pour mieux saisir les modes d'engagement qu'ils suscitent. Hank et Erlinghagen, 2011, mettent tout particulièrement l'accent sur l'évolution des représentations comparées de la sécurité au travail chez les travailleurs les plus anciens. Ils soulignent eux aussi l'importance des ancrages culturels à prendre en compte et modéliser pour expliquer la variabilité de ces représentations. Parmi bien d'autres, les processus et indicateurs évoqués ici, qui concernent directement la PSTO, font déjà l'objet d'approches originales dans les pays du Sud, Menienga, 2014, Dotan, Brunet-Attier, 2015, Ngeutsa, Mokunkolo, Hachi, Bellage, 2014, Dupuis-Buis, Nguyen, 2016, Osorio da Silva, 2016, Manto Jonté, Doutre, Mche, 2016, Munjigu, 2016, mais il reste à approfondir. Dès lors, il convient probablement de rappeler les caractéristiques, les convergences et les différences de visée des courants théoriques et pratiques qui sous-tendent classiquement l'analyse des conditions et processus de qualité de vie, de sécurité et de management au travail. Pour une appropriation critique des problématiques courantes, l'exposé synthétique qui suit vise à la fois un rappel et une incitation à élargir nos modèles de référence. 3. Qualité de vie au travail, sécurité et santé au travail, management. Acquis de recherche, débats et questions en suspens. Définir des problématiques et des méthodologies de recherche précises suppose d'opérer des choix entre des modèles théoriques distincts, clairement explicités. Concernant les notions clés mises en relation et en débat dans ce congrès, je propose, sans ordre d'émergence historique, une catégorisation possible de modèles de la santé au travail, autour de la conception du sujet au travail et du management qui les sous-tend. Les approches managériales et psychomanagériales, Mendenhall, Khalil, Spindle, Hart 2008, Hamilton 2011, Morin, Aubé, Johnson, 2015, Carsanti 2015, recherchent une adéquation optimale entre objectifs et conditions de croissance d'une organisation et objectifs et conditions de bien-être et de développement psychologique des individus. Les approches juridiques, Chuba, Frima 2013,
analyse l'existence ou l'inexistence des conditions juridiques qui fondent les contrats d'interdépendance entre organisations de travail et salariés. L'inexistence de cadre juridique, ou l'infraction à leur application, déqualifie le statut de travailleur et installe les individus concernés dans des situations de lourde insécurité et insalubrité. Pour les approches en médecine du travail, Jansou et Druy, 2015, indiquent que leur objectif est de témoigner que les possibilités ouvertes par le droit, confère jurisprudence liée aux affaires de l'amiante en France, sont praticables et que l'on peut passer d'une perspective de dépistage et de certification d'aptitude à une logique de santé publique visant une prévention authentique. Ce changement de paradigme pour les acteurs de la santé au travail nécessite alors une modification de leurs attitudes, de leur façon de procéder et de l'organisation de leur activité. L'équipe pluridisciplinaire associant médecins, secrétaires, infirmières, ergonomes et autres acteurs des services de santé au travail doit devenir le pivot de la prévention dans les entreprises. Il rappelle que le droit au suivi médical au travail relève d'un compromis institutionnel en évolution constante, Bernardino Ramazzini, Traité des maladies des artisans 1700. Pour eux, la santé au travail a longtemps été déconnectée de la santé publique en France, ce qui a entraîné le développement d'une multiplicité d'acteurs nouveaux en sécurité et santé au travail. S'agissant des approches sociologiques, Druy, 2004 et Loriol, 2014, abordent les questions de définition et de régulation du stress par une analyse du rôle des caractéristiques de l'organisation, du rôle différentiel du statut des individus et par la mobilisation du rapport collectif au stress. Les approches en psychologie de la santé Lazarus, Folkman, 1984, Bruchon-Schweitzer, 2002, se centrent sur les capacités biologiques et psychologiques des individus à s'adapter, coping, aux caractéristiques de leurs environnements. On peut citer l'approche symptomatique élargie des maladies générées par l'interaction avec un milieu physique et ou social, dont le travail, l'approche transactionnelle du stress et du coping. Ces courants influencent en partie les approches de prévention des RPS. Confère création des IPRP en France, rapport Nas et Légeron 2008. Les approches en psychologie du risque, Coibenan, Cadet, Herman, Munoz-Sastre 2006, se centrent sur l'analyse des comportements à risque, leurs formes et leurs déterminants psychologiques, dans tous les domaines de la vie sociale, y compris de travail. Elles se situent dans les approches socio-cognitives à visée préventive, travaillent sur les représentations et leur influence sur les comportements. Les approches psychopathologiques, Zaouija 2016, s'intéressent aux catastrophes industrielles, accidents du travail et du trajet, suicides et tentatives de suicide, violences sexuelles, violences interpersonnelles, violences crapuleuses, violences psychologiques. L'extension du domaine du trauma n'épargne pas le monde du travail. L'objectif central est la prévention ou mise en récit du traumatisme professionnel. On note une centration sur l'individu, les conditions et ses capacités de résilience. L'organisation du travail dans ses interactions avec l'individu est moins interrogée. Les approches psycho-physio-ergonomiques, Karasek, Siorel, 1990, Sigrist, 1996, sont à l'origine de nombreux modèles et outils de mesure actuels sur le stress au travail. Elles modélisent les déterminants et recherchent les conditions de résorption des effets délétères des interactions homme-machine. L'accent est mis sur les conditions d'équilibre des capacités d'adaptation personnelle de l'individu à son environnement de travail. Les approches psycho-socio-organisationnelles, Gilbert Savoie, Brunet 2008, Sarnin et al. 2013, Machado 2015, Bernot, Desrumeaux, Guédon 2016, examinent les déterminants et les conditions de maintien d'une interdépendance équilibrée entre dynamique psychologique et logique individuelle d'une part, rationalité et dynamique organisationnelle d'autre part. Certains auteurs recherchent de bonnes pratiques de médiation pour un rétablissement des sentiments et expériences de bien-être des individus au travail. D'autres les conditionnent à une vigilance critique. La lutte contre un facteur de risque peut aggraver les risques. La prévention des risques psychosociaux, RPS, peut affaiblir les ressources psychologiques et sociales, RPS, des salariés. Si l'on veut par exemple, réparer le manque de reconnaissance par l'accompagnement ou le dépistage des fragilités individuelles, ou encore par l'amélioration des relations avec la hiérarchie, on peut paradoxalement aggraver la situation. Clos 2011.
L'approche Work-Family Conflict Besson 2002, Palladino-Schultes 2006, Galli, Russell 2009, Martin Canizares Mejmon, Dupuis 2009, Garzinski, Waldrop, Ruprecht, Gravitch 2013, confrontent deux conceptions opposées des interactions vie de travail-vie hors travail. Une conception bipolaire antagoniste du rapport famille-travail, source de conflits délétères. Une conception systémique multipolaire ne limitant pas le hors-travail à la famille, et faisant du travail d'intersignification des conduites entre domaines de vie, une modalité de santé psychique. Les approches cliniques du travail regroupent plusieurs modèles et pratiques. La psychodynamique du travail, de jour 2015, identifie et combat la souffrance au cœur de l'activité de travail. Le collectif est ici valorisé comme espace d'élaboration de défense contre l'angoisse générée par la contrainte normative de l'activité. Le sujet pensé comme contraint doit être soutenu par le collectif dans son travail d'élaboration psychique de la souffrance, accompagné par l'analyse du tiers psychologue. Les cliniques de l'activité de travail constituent une critique des modèles survalorisant l'analyse des dimensions pathogènes du travail, stress, souffrance, risques psychosociaux, Clos 2011. Elles privilégient la recherche des conditions de maintien des capacités d'agir selon le genre de l'activité, conditions de bonne santé individuelle et collective. La psychopathologie du travail ordinaire trahit d'abord l'amputation du pouvoir d'agir et le sentiment d'impuissance qui l'enveloppe. La perte de sens de l'activité en fait partie. On peut dire que c'est une sorte de déliaison qui se fait jour dans l'activité, entre les préoccupations réelles des travailleurs, une certaine idée du travail et d'eux-mêmes par exemple, et des occupations immédiates qui leur tournent le dos. Le sens même de l'activité réalisée, de l'action en cours, se perd trop souvent quand disparaît dans le travail du sujet ou des sujets le rapport entre les buts auxquels il faut se plier, les résultats auxquels il faut s'astreindre et ce qui compte vraiment pour eux. Le sens de l'activité réalisée, c'est le rapport de valeur que le sujet instaure entre cette action et ses autres actions possibles. Les conflits de critères entre vitesse et qualité, entre vitesse et sécurité, entre production et maintenance ou encore les antinomies entre rentabilité à court terme et efficacité du travail, minent aujourd'hui beaucoup d'activités professionnelles. Clos 2008 bis, page 9. La psychosociologie clinique, Barus Michel, 1987, L'Huillier, Andrade de Barros, Newton Garcia de Araujo, 2013, L'Huillier, 2016, modélise la conception d'un sujet collectivement actif face aux paradoxes et aux contraintes de l'activité. Elle interroge la santé dans ses déterminants et composantes symboliques collectives. L'Huillier, Vasseur 2016. L'approche systémique et active des conduites de travail, Almudever Michaeli, Eschliman, Casal-Ferré, 2012, analyse les conduites de sécurité, santé au travail dans la perspective de l'interdépendance et de l'intersignification des milieux de vie. Comprendre les conduites de santé au travail implique de les décrire et de les analyser au regard de ce qu'elles impliquent, au plan dynamique, et de ce qu'elles signifient, au plan axiologique, dans les autres domaines et temps de vie des acteurs. Elle conçoit un sujet actif vis-à-vis de ses propres évolutions et des changements sociaux, à travers des délibérations intra- et interpersonnelles sur les déterminants et les significations de ces activités. Ici, la souffrance au travail est analysée en termes de perte de sens de l'activité. Je me porte bien, dans la mesure où je me sens capable de porter la responsabilité de mes actes, de porter des choses à l'existence et de créer entre les choses des rapports qui ne leur viendraient pas sans moi. Canguilhem 2002, page 68. Les orientations précédentes conduisent ainsi à interroger le bien-fondé de certains modèles de management et leur compatibilité avec une PTO scientifique. De la même manière que des travaux en sciences humaines appellent à la vigilance quant à la tendance à des approches naturalistes, psychologisantes, doloristes, Augien 2017, et moralistes des sociétés et des situations de travail en particulier, souffrance individuelle comme argument de psychologisation des indicateurs de dysfonctionnement, suicide, plusieurs auteurs en sciences sociales, économiques et juridiques repèrent dans les contradictions entre conception du sujet au travail et attente de rôle vis-à-vis des travailleurs en général, antinomie entre transparence et vitesse informatique du gestionnaire juriste comptable et temporalité de la maîtrise de l'activité du genre professionnel par les salariés, Vassal 2006, Tibel, Peabody 2007,
Deslandes, 2013, Dupuis, 2011, 2015, Linard, 2015, et dans les modalités de gestion des ressources humaines qui en résultent, Garner-Moyer, 2009, Chiapello, Gilbert, 2012, Dujarrier, 2015, les sources mêmes de la souffrance au travail, attaque des métiers et de l'expérience, individualisation, individualisme versus dévalorisation des collectifs, précarisation matérielle et subjective des salariés, conciliation sans conflit par refus de la prise en compte des intérêts différenciés des acteurs en jeu. Benassayac, 2011. Ceci aboutissant souvent à une reformulation et à un renforcement d'un taylorisme prétendument dépassé, aux dérives d'un certain management à anticiper contrôler. L'exemple du recrutement, Fondeur 2014. Dans les grandes entreprises, le recrutement est une fonction partagée entre professionnels des ressources humaines et managers opérationnels. Quand des dispositifs de gestion dédiés à cette fonction y sont implantés, ils formalisent les rôles respectifs de ces acteurs et la nature de leurs interactions. Or, se logent dans cette opération des enjeux majeurs en termes de sélection. Pour les services des ressources humaines, il s'agit par ce biais de cadrer les jugements sur les candidats, en mettant en avant une nécessaire professionnalisation du recrutement. Nous montrons que cette professionnalisation s'appuie largement sur la production de normes et de standards qui permettent aux services RH d'étendre leur juridiction au sein de l'entreprise. Déconstruction même des fonctions d'encadrement, les planeurs doivent prévoir, planifier, outiller et contrôler l'activité des salariés et des consommateurs sans la connaître, sans la sentir et à partir d'une représentation imaginaire de la réalité. Ils savent qu'elle est faite d'imprévus, d'aléas, d'indétermination et de créativité, mais ils ne peuvent les intégrer dans leur plan. Finalement, ces analyses de la conception convergent pour dire que la tâche des planeurs est apparemment impossible. En outre, elle est indésirable, Dujarrier 2015 page 151. Analyste critique de son propre domaine d'intervention en management des ressources humaines, Dupuis 2015, soutient l'idée que pour parvenir à des réponses riches et fines face à la complexité des questions de management, le sens commun ne suffit pas. Je fais l'hypothèse que les théories implicites utilisées par ceux qui exercent des responsabilités dans les organisations, qui ont à décider ce qu'il y a lieu de faire et comment le faire, relèvent plus du sens commun que des acquis des sciences sociales. Des affirmations vagues flottent dans le cloud managérial, sans que personne ne sache vraiment d'où elles viennent et si elles ont quelque fondement empirique ou scientifique, page 15. L'auteur recommande une formation de culture générale renforcée des futurs managers. La tendance à une certaine simplification et généralisation des modèles et des méthodes est, à son sens, contre-productive. Ces analyses critiques renouvellent la question des finalités et des pratiques comparées des différentes disciplines centrées sur les activités de travail. Elles interrogent notamment les conditions de coopération entre management des ressources humaines et psychologie sociale du travail et des organisations. Conditions épistémologiques d'articulation des approches de psychologie sociale du travail et des organisations, et de gestion des ressources humaines. Les controverses précédentes invitent à élargir la discussion sur les conditions d'articulation des modèles théoriques et des principes d'action. Repérer les enjeux psychosociaux des mutations du travail et de ses modes d'organisation. Linard, 2015 bis, rappelle que les processus d'individualisation, de professionnalisation, de destruction des métiers et des expériences qui peuvent y être collectivement liés, véritable protection de tout travailleur, d'uniformisation des valeurs de référence, élaborées et racontées par l'employeur, les discours sur l'univocité des projets individuels et organisationnels et des solutions de gestion, le transfert de l'incertitude sur le travailleur, la précarisation construite et incertitude entretenue, sont des modes de gestion coercitifs qui nous ramènent au taylorisme. Interroger les conceptions du sujet psychologique sous-jacentes aux définitions des concepts clés des problématiques évoquées. Pour Gilbert Dagenet-Desmarais, Savoie, 2011, la santé psychologique peut se définir comme l'expérience subjective de bien-être de même que comme l'absence de détresse, composée d'éléments tant cognitifs qu'affectifs. Page 174. La recherche en la matière dans les pays du Sud aura probablement à se doter de définitions complémentaires. S'interroger sur l'apparente évidence des problématiques. L'accroissement relativement récent des discours sur le bien-être versus souffrance au travail, Bourrion,
Trébuc, 2010, Loriol, 2014. Que ce soit dans des environnements objectivement délétères pour la santé physique et psychique des travailleurs CES ou dans des environnements potentiellement modifiables, laisse insuffisamment de place à l'analyse paradoxale des conduites de santé au travail, Almodovar, 2012. Elle laisse insuffisamment de place aux nécessaires efforts de changement des conditions de travail, auxquels sont en principe invités les psychologues, Lévy-Le Hutto, Louche, Roland, 2001, Arnaud Duboulois, 2012, GLE accent aigu, Mispelblom, 2012, Morin, Aubé, Johnson, 2015. Une tendance au discours fataliste y est associée, qui annule de fait la fonction de la psychologie et du psychologue. On peut rappeler à ce propos une réflexion du psychologue social du développement Philippe Malrieux, 1969, Inbeau-Bionbrois, Dupuis-Préteur, 2013. La tentation peut être grande de se servir de la psychologie pour accroître le rendement professionnel en mettant l'accent sur L'. Ajustement du geste, des aptitudes, des goûts, à la machine, aux lois économiques, aux impératifs nationaux. On peut alors en venir à oublier les exigences du développement de la personne. Une telle conception de la psychologie la soumet à une idéologie plus ou moins inconsciente. Elle en fait un instrument d'aliénation, qui oriente la recherche vers la mise en évidence des processus les plus proches des mécanismes, et la détourne de certains autres comme le symbolisme, l'affectivité, la personnalisation. Cela ne signifie pas que le psychologue puisse se désintéresser des problèmes de l'adaptation. On ne peut se dispenser de chercher les orientations des échecs, et il faut bien prévoir une certaine adaptation des individus aux institutions que l'on sait n'être pas parfaites. Mais il est essentiel que l'adaptation ne soit pas considérée comme un processus irréversible, qu'elle ne fige pas les conduites, et surtout qu'elle n'empêche pas la mise en question des cadres institutionnels, pages 132 à 133. Le transfert pur et simple des derniers modèles en vogue dans la discipline et de leur méthodologie d'analyse et d'intervention appelle donc la prudence, dès lors que l'on vise à décrire et analyser des déterminants et des incidences culturelles de l'activité de travail. Hermans Di Maggio, 2007, Vaughan, 2010, Nguyen, 2015. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.